Il est 9 heures, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire flash, donc sur le recrutement de personnes en situation de handicap par la voie du contrat d'apprentissage dans la fonction publique. Je suis Estelle Boquet, donc je serai avec Annabelle Vagneur sur ce webinaire de 45 minutes. Nous avons un contenu assez dense que nous allons essayer de vous présenter. Et vous pourrez poser des questions à la fin, donc je vous invite à mettre les questions peut-être dans le chat. Dans la conversation, Annabelle fera le point en fin de webinaire. Et si nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos questions, nous ferons un retour sur un question-réponse en complément de ce webinaire. Sur le programme donc, de ces 45 minutes, on va revenir sur le cadre qui est extrêmement favorable à la mise en place de l'apprentissage, en général et de manière spécifique pour les personnes en situation de handicap, un certain nombre d'éléments importants sur la mise en place de l'apprentissage, un focus spécifique sur les aides du FIP, et puis un petit élément de conclusion. Sur le cadre favorable, il y a un certain nombre de textes aujourd'hui qui encouragent la mise en place de l'apprentissage. Donc, on peut revenir à la circulaire du 8 avril 2015. Vous avez eu la loi pour liberté de choisir son avenir professionnel en 2018 qui a également été importante. La loi de la transformation de la fonction publique du 6 août qui a repris un certain nombre d'éléments et notamment la possibilité de manière expérimentale de tester, après l'apprentissage, le recrutement direct. Et vous avez également la circulaire du 10 mars dernier, donc qui renforce le recrutement d'apprentis dans la fonction publique pour les années 2023, 2026. Donc, on va prendre le temps de se poser un peu sur cette circulaire qui est assez intéressante puisque, vous savez, elle s'inscrit dans l'ambition du président de la République d'arriver à 1 million de contrats d'apprentissage à la fin de son quinquennat. C'est une circulaire globalement qui donne des objectifs assez ambitieux puisque on fixe le volume de recrutement d'apprentis à au moins 6% d'apprentis en situation de handicap sur le volume global. Et de manière spécifique pour l'État, 10% d'apprentis dans la filière du numérique. Donc, on voit une distinction. Donc, les objectifs qui ont été estimés à ce stade sont plutôt fiables pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. En tout cas, elles sont précisées en tant que telles. Par contre, dans la circulaire, on ne précise pas, l'estimation d'apprentis dans la territoriale. Là, je vous ai fait une extrapolation en prenant ce que aujourd'hui le CNFPT avait décidé pour cette année, avec le financement de 10 000 contrats. Puisque, en fait, vous n'êtes pas sans savoir que le CNFPT finance aujourd'hui donc la totalité des frais de formation des apprentis dans la fonction publique territoriale depuis 2022. Donc, comme c'est assez récent et qu'avant, ce n'était pas le cas, ça représente un coût non négligeable. Et donc, le CNFPT, pour cette année, a décidé d'avoir une politique à la fois incitative, mais aussi avec un certain nombre de conditions pour la territoriale, pour pouvoir apporter les aides financières que l'État souhaitait proposer. Donc, ce qui donne quand même une augmentation, on le voit, relativement importante du recours au contrat d'apprentissage, donc avec un total approximatif de 32 000 apprentis pour cette année. Et si on fait les 6% de travailleurs en situation de handicap, ça nous ferait 1 942 apprentis en situation de handicap qui pourraient être demain ou qui sont arrivés dans l'administration, quel que soit le versant. Il faut savoir, pour que vous puissiez estimer un peu l'évolution, c'est que c'est une évolution qui est relativement importante puisqu'on avait en 2021 19 800 contrats dans la fonction publique, que c'était déjà 31% de plus par rapport à 2020. Et qu'en 2022, on était à 25 000 contrats. Donc, c'était déjà 15% par rapport à l'année précédente. Donc, on voit qu'on est dans une augmentation progressive du recours à l'apprentissage dans la fonction publique, que c'est plutôt extrêmement encourageant. Ça montre que les dispositifs qui sont mobilisés sont intéressants et commencent à
changer dans les pratiques de recrutement et d'intégration dans les différentes administrations. Ce que cette circulaire dit d'autre, c'est qu'il y a une aide de l'État qui va être proposée. Donc là, on ne parle pas forcément de handicap, mais c'est important de le savoir que c'est aujourd'hui une pratique qui est encouragée avec donc une aide de 3 000 € par an et par apprenti côté FPE, FPH. Et qui va jusqu'à 5 000 € pour un apprenti dans une filière du numérique. Pour la territoriale, on est sur des équivalences, mais c'est quelque chose qui est négocié aussi avec le CNFPT, puisqu'aujourd'hui, donc, ils ont cette nouvelle obligation de financement comme un OPCO. Ce qui est important également dans cette circulaire, c'est que vous êtes largement, pour les employeurs et les CFA, s'il y en a autour de la table, je dirais, invités, incités à utiliser la plateforme Celia, donc, qui est une plateforme de dématérialisation des contrats d'apprentissage public. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller plus vite, de sécuriser, je dirais, le processus de suivi de l'apprentissage. Ça permettra aussi de pouvoir avoir, je dirais, une visibilité plus rapide sur les statistiques. Donc, tout le monde peut y recourir, y compris pour les avenants. Et même si le contrat a démarré hors Célia, vous pouvez d'ores et déjà, sur les avenants ou les années supplémentaires, le faire via l'application. Donc, vous avez la possibilité de télécharger le mode opératoire à l'adresse que vous voyez à l'écran. Par rapport aux éléments aussi intéressants sur ce qu'on a comme données aujourd'hui sur l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique, alors on a des chiffres de 2021, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les employeurs et les personnes en situation de handicap elles-mêmes utilisent l'apprentissage même au-delà de l'âge classique hors handicap, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap pour recourir à ce type de contrat. Donc, on a aujourd'hui des personnes de plus de 29 ans mieux représentées. Oups, page qui a sauté. Mieux représentées. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Annabelle, est-ce que tu vois toujours mon écran? J'ai un petit souci de projection. Pas de Pardon. souci pour moi. Ok, nickel. Merci. Je repartage. Donc oui, par rapport donc, à l'apprentissage, donc c'est plutôt équilibré en termes de famille d'âge. On le fait en fonction de différents niveaux de diplôme, puisque c'est le schéma de droite. Ce qu'on constate, c'est que globalement, par rapport au contrat d'apprentissage classique, on est davantage représenté pour les personnes avec un handicap au niveau du CAP, BEP, mais ce qui est plus classique et compréhensif compte tenu des métiers aujourd'hui qui sont proposés, qui étaient proposés aussi de manière historique dans l'administration en apprentissage, donc avec tous les métiers des parcs et jardins, des cuisines, secrétariat bureautique. Donc là, on fait le lien avec le schéma du dessous. Donc, on voit néanmoins qu'il y a très peu d'écart sur les BTS DUT, que côté niveau bac, on est plus élevé d'ailleurs que la moyenne classique. Là où, à nouveau, c'est un peu différencié, c'est quand on approche des niveaux de diplôme les plus élevés. Au niveau des licences, franchement, ça se tient encore, mais c'est vrai qu'il y a un décrochage sur le master ingénieur. On a moins de personnes en situation de handicap sur des contrats d'apprentissage que hors handicap. Donc, et sur les disciplines qu'on retrouve le plus dans les filières, donc, bon, j'avais parlé déjà des métiers des jardins et des cuisines, mais vous avez aussi donc tout ce qui va être travail social, communication, informatique, traitement de l'info, et tout ce qui va être RH. Donc, ce sont des filières sur lesquelles l'apprentissage se développe de manière importante, y compris pour les personnes en situation de handicap. Au niveau des fondamentaux du contrat, donc tout le monde le sait, j'imagine, mais que donc l'apprentissage aujourd'hui, ça permet à la fois
je dirais, d'accompagner une personne dans son parcours de formation avec toute une logique de mise en pratique, de montée en compétences via un employeur et moyennant une rémunération. Donc, pour le dire autrement, c'est vraiment une formation qui nous permet d'aller, je dirais, du théorique à la pratique pour obtenir une qualification professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Aujourd'hui, c'est un contrat de travail de droit privé, tripartite, qui est soumis à la DRETS dans les 5 jours qui suivent le début du contrat. Vous pouvez signer un contrat d'apprentissage de 1 à 3 ans et ça peut être porté à 4 ans en cas d'échec du diplôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette fameuse alternance employeur CFA. Vous avez l'obligation de désigner un maître d'apprentissage et qu'aujourd'hui, on a cette latitude de proposer le contrat d'apprentissage pour toutes les personnes en situation de handicap sans limite d'âge. Ce qui permet aussi d'accompagner la réalité des parcours qu'on peut trouver aujourd'hui en emploi pour des personnes qui n'ont peut-être pas eu à un moment donné l'opportunité d'être accompagnées dans les études et dans la qualification et l'apprentissage d'un métier et qui peuvent le faire à tout autre moment. Mais c'est aussi la question de la reconversion professionnelle qui peut se poser et qui est intéressante à traiter sous cette question de l'âge, puisqu'on peut avoir des personnes en reconversion, deuxième partie de carrière, reconversion professionnelle, sachant qu'en plus, vous le verrez ensuite, le FIP propose un certain nombre de dispositifs sur la rémunération qui sont en dehors et qui peuvent aller jusqu'à financer en dehors des règles classiques de financement qui est basé sur le SMIC horaire. Les éléments qu'on voulait aborder avec vous sur le processus de recrutement d'apprentis, déjà, c'est de bien comprendre l'enjeu et l'intérêt de pouvoir faire appel à l'apprentissage. On voit qu'on est on est quand même en décalage par rapport au secteur privé qui s'est approprié cette souplesse de recrutement il y a un peu plus longtemps. Aujourd'hui, c'est plutôt dans l'évolution actuelle des choses en matière de recrutement, ça fait partie des leviers d'action que peut mobiliser la fonction publique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça répond à plusieurs enjeux, à la fois des enjeux d'attractivité importants, puisque on est dans un marché aujourd'hui qui est plutôt extrêmement tendu sur de nombreux métiers. Alors, on annonce d'ici 1 an un marché de l'emploi qui se retend. En attendant, aujourd'hui, on est dans cette complexité de devoir trouver des personnes pour répondre aux postes vacants. Et donc, c'est un levier d'attractivité auprès des jeunes et des moins jeunes que de pouvoir proposer ce type de contrat qui permet de monter en compétences tout doucement, mais qui répond aussi, je dirais, aux attentes des jeunes générations à être plus rapidement dans l'opérationnel et dans le concret, plutôt que de passer par le stade études classique. C'est également un fort enjeu en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque aujourd'hui, on est dans ce besoin à la fois de travailler plus longtemps pour un certain nombre de générations, d'accompagner ces flux. Et donc, c'est aussi un moyen, à un moment donné, d'ouvrir les vannes d'un côté et puis surtout de permettre à des plus anciens d'accompagner le montée en compétences de plus jeunes, de leur transférer leur savoir. Donc, ça, c'est aussi un vrai levier pour travailler autour de ces 2 générations qu'on nous pose souvent, mais qui ont beaucoup de choses à s'apporter et donc sur lesquelles il est intéressant de réfléchir de manière très globale. C'est également un vrai enjeu en matière de responsabilité sociale et environnementale et économique. On sait que les jeunes sont de plus en plus attentifs, mais je dirais les jeunes et les moins jeunes, hein, encore plus depuis la crise Covid, sur tout ce qui va permettre d'ouvrir le monde de l'emploi aux préoccupations des jeunes et ça fait partie des sujets, y compris l'apprentissage en matière de handicap et toutes les politiques en matière de handicap font partie des sujets d'attention, des valeurs, des éléments culturels qui sont fortement, en tout cas, étudiés, même si on sait que les personnes
sont attachés aux missions du poste, à la rémunération, etc. On sait aujourd'hui que l'environnement, les conditions de travail, l'état d'esprit sont des éléments que les futurs employés, salariés, agents vont regarder aussi pour s'engager dans un nouvel emploi ou dans une nouvelle aventure. C'est également un levier pour dynamiser les relations écoles. C'est un point extrêmement important puisque culturellement, la fonction publique n'a pas des relations écoles extrêmement, à part pour les écoles publiques, n'a pas de relations écoles extrêmement fortes en équivalence du privé, par exemple, puisque culturellement, on était plutôt dans un recrutement par concours, donc qui promeut la non-discrimination, etc. Les choses sont amenées à évoluer dans le cadre des recrutements que vous faites, et c'est vrai que l'apprentissage, c'est une manière de pouvoir rentrer dans le monde des relations écoles. Aujourd'hui, vous avez dans certaines organisations un responsable des relations écoles qui fait ça à plein temps, voire plusieurs, puisque c'est comme ça qu'on va identifier les talents de demain, c'est comme ça qu'on identifie les potentiels, les potentialités et surtout le fait que demain, vos métiers évoluent et que vous avez besoin d'aller regarder les écoles cibles, les environnements que vous pouvez mobiliser autour de vos besoins et de vos attentes, sachant que ce qu'on a identifié à plusieurs moments dans le cadre du Handipack, c'est que il y avait aussi une méconnaissance importante des métiers de la fonction publique et que c'était aussi dans le cadre de ces relations écoles qu'on pouvait apporter cette connaissance. D'ailleurs, c'est un des points de la circulaire que je vous ai cité tout à l'heure, où il est précisé qu'il est attendu qu'on travaille davantage sur la marque employeur, sur les métiers qu'on peut retrouver dans la fonction publique. Donc, il y a un chantier qui est évoqué dans la circulaire que je vous invite à lire. Elle est extrêmement intéressante et rapide à lire. C'est le choix d'apprentissage d'une décision de politique RH. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie stratégie qui doit être portée politiquement et par votre direction générale et ou par les élus quand on est une fonction publique territoriale et qui doit donner lieu à une délibération. Donc, c'est extrêmement important que ce soit porté de manière plus globale, pas que au niveau de la politique du handicap, parce que sinon, on voit bien qu'on n'a pas la force de frappe ou pas suffisamment si ce n'est pas une politique RH globale avant d'être un axe de travail pour la politique handicap. Donc, c'est vraiment important vraiment d'inviter les responsables du recrutement et tous ceux qui s'attaquent au développement des compétences, de développer une politique globale et ensuite d'y avoir un levier d'action auprès, je dirais, dans le cadre des politiques handicap, sachant qu'en plus le FIP s'y investit depuis de longues années pour pouvoir vous proposer des dispositifs spécifiques intéressants et financièrement mobilisateurs. Au niveau du recensement des besoins, dans les bonnes pratiques qu'on identifie et qu'on a identifiées, c'est vraiment que globalement, on ressent souvent les besoins entre mars et juin, mais qu'en fait, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées juste avant, c'est du long cours. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place cette politique en matière d'apprentissage et donc en matière d'apprentissage auprès de personnes en situation de handicap, c'est du travail au long cours. Il faut évidemment pouvoir recenser les besoins dans l'organisation, mais il faut aussi sensibiliser vos managers sur l'intérêt de l'apprentissage. Et donc ça ne se fait pas juste en une fois. Il faut pouvoir identifier les postes dans les services, les contraintes des postes, identifier les organismes de formation qui forment et les CFA, les écoles, les universités qui forment au métier. Il faut aussi identifier la nature des besoins. Est-ce que c'est pérenne, pas pérenne, puisque ça va, je dirais, vous permettre d'identifier les bons partenaires et là où vous allez devoir mettre de l'énergie pour construire vos relations écoles en matière d'apprentissage et ou vos relations avec le service public de l'emploi qui est aussi partie prenante des dispositifs et qui peut vous permettre de recruter un certain nombre de personnes en apprentissage. Mais c'est vrai que c'est un temps long,
même si là, on focus sur le recensement des besoins, c'est quand même du temps long. Sur la diffusion des offres, et ben, comme c'est un dispositif au long cours, évidemment, vous avez, je dirais, tous les partenaires du SPE, de manière spécifique, puisqu'on voit que c'est un dispositif qu'on peut mobiliser à différents moments de la vie. Quand on est orienté vers les étudiants, globalement, c'est les relations écoles avec les CFA, les universités, aujourd'hui qui, développent largement l'apprentissage. C'est aussi les dispositifs Un jeune, une solution, et puis, la communication sur la plateforme, sur, PASS. C'est aussi un certain nombre de pratiques autres, c'est-à-dire que ça veut dire aller sur des salons et forums, donc il y en a qui sont aujourd'hui extrêmement fléchés, handicap, mais pas que, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur d'autres salons, écoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des difficultés de mobilité, dans les régions, donc il faut aussi se focuser sur, je dirais, vos territoires privilégiés. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la manière dont recherchent les jeunes générations un stage, un apprentissage, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Ça passe beaucoup par les sites internet. Mais aujourd'hui, comme il y a une manque de lisibilité de la fonction publique dans sa globalité, que c'est parfois un peu nébuleux, ça veut dire faire de l'effort davantage pour communiquer, être présent, hem et créer de l'appétence, en tout cas, de la lisibilité sur son offre d'apprentissage. Vous avez donc évidemment, tous les opérateurs qui, peuvent vous accompagner, donc les OPCO et je dirais les partenaires qui peuvent vous accompagner dans la mise en place de l'apprentissage. Vous avez aujourd'hui, tout un dispositif H+, qui existe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors je sais que tout le monde n'est pas issu de la région, dans ce webinaire, mais c'est vrai que, pour nous, c'était important de le préciser. Sur notre territoire, vous avez également le CFAS Auvergne qui développe un certain nombre d'expérimentations sur le territoire, rhône-alpin, qui sont des acteurs clés et ressources, je dirais pour, ben, savoir que le CFA est bien aux normes et je dirais, a bien intégré toutes les obligations liées, à l'apprentissage de personnes en situation de handicap, mais également aussi tous des réseaux, pour, faciliter la rencontre entre, l'employeur, l'organisme de formation et les candidats. Le portail PASS, donc qui est le remplacement de la BIEP qui existait, auparavant, donc qui est extrêmement intéressant, sur lequel vous pouvez poster vos offres. Délivre un certain nombre d'outils, d'informations, qui permet aussi aux personnes de pouvoir créer leur espace personnel. C'est vrai que par contre, il faut pouvoir identifier, cet outil et quand on échange parfois avec des étudiants, ils n'ont pas toujours la connaissance de cet outil. Donc voilà, c'est aussi à force de pouvoir, s'y faire référence et de mettre en avant, ce portail que ça peut permettre aussi à un moment donné, et ben de réunir l'offre et la demande. Vous avez également le dispositif Un jeune, une solution. Vous pouvez aller, heu, vous inscrire sur cette plateforme qui, pour le coup, peut-être un peu plus connue. Alors elle peut apparaître privée, mais elle est ouverte à tous aujourd'hui et donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet, d'avoir une vision extrêmement large du recrutement. Donc elle est plutôt, pour les jeunes entre 15 et 30 ans. Mais elle permet à la fois, ben, si vous souhaitez être mentor, de pouvoir vous inscrire dans un parcours, de mentorat et pour les jeunes, d'avoir un certain nombre d'informations par rapport au stage, à l'apprentissage, à des métiers, et aux dispositifs publics d'aide. Donc c'est extrêmement intéressant aussi d'y être présent et de pouvoir s'y inscrire. Autre point important qui nous remonte souvent, c'est le maître d'apprentissage, qui est une des obligations, liées au contrat. Hem, Ce qu'on note, c'est qu'il vaut mieux l'identifier au moment du recensement des besoins, puisque parfois on peut se retrouver un peu en difficulté si, on a trouvé l'apprenti, mais qu'on se retrouve à galérer un peu pour identifier le maître d'apprentissage. Donc c'est mieux de pouvoir, au moment où on identifie les besoins, demander qui
seraient à même de devenir maître d'apprentissage, les identifier. D'autant plus que l'idée aussi, c'est qu'ils puissent être formés à la fois à la fonction tutorale, puisque c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, mais également à la question du handicap au travail, puisque c'est toujours beaucoup plus rassurant de pouvoir bien savoir comment en parler, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, pas de dire. Voilà, on sent que souvent la crainte, elle est dans l'espace de communication qu'on peut avoir, sur quoi, qu'est-ce que je peux dire, est-ce que je vais oser lui dire si je sais qu'il a un handicap, mais je sais pas lequel. Voilà, donc c'est vraiment dans cette optique de faciliter la mise en relation future avec l'apprenti, c'est que chacun soit à l'aise dans c'est quoi sa mission, c'est quoi son rôle, c'est quoi les attentes, et c'est quoi les outils, les leviers qu'il a, les différents partenaires en interne. Dans l'aménagement du poste, donc vous avez également en tant qu'employeur, donc pour les employeurs autour de la table, la responsabilité de l'aménagement du poste en emploi. Donc et vous pouvez évidemment, hein, vous mettre en relation avec le centre de formation pour pouvoir bien comprendre les besoins, dans leur globalité, puisque l'idée, c'est qu'aujourd'hui le FIP est mobilisé pour l'aménagement du poste. Les OF, de leur côté, ont l'obligation, également de se mettre en accessibilité, donc côté formation. Donc elles peuvent faire appel également à la ressource handicap formation de la GIFIP, pour les aider dans l'accompagnement de l'apprenti TH. Et vous avez également, donc, puisque vous avez l'obligation de mettre une visite médicale d'embauche, cet ensemble de prestataires, je dirais, classiques que vous pouvez mobiliser, pour pouvoir, apporter les mesures de compensation nécessaires pour que l'apprentissage se passe au mieux. Dans ce cadre-là, vous avez un certain nombre d'aides du FIP. Donc, vous le savez, je pense tous, mais le FIP intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun. Donc, on a vu les dispositifs tout à l'heure, par exemple, que la circulaire déploie. Les aides du FIP, eux, ne sont pas accessibles de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le FIP qui se réserve le droit d'accorder ou non la prise en charge d'une aide en fonction d'une situation d'espèce. Donc, ce n'est pas automatique. Après, ça se distingue en fonction de deux choses. Est-ce que vous êtes un employeur public conventionné? Dans ce cas-là, en général, vous avez un plan d'action sur 3 ans qui a été validé en comité local. Vous êtes en lien avec votre directeur territorial au handicap de votre région et vous avez normalement souscrit un certain nombre d'engagements en matière d'apprentissage, puisque c'est un axe majeur des politiques publiques et de la politique du FIP en général. Donc, vous avez pris un certain nombre d'engagements et en général, vous avez déjà identifié toutes les aides et les mesures financières dont vous allez pouvoir bénéficier. Pour les employeurs qui ne sont pas conventionnés, ça veut dire que ça se passe sur les aides du catalogue et vous avez, pour les employeurs, un plafond de 40 000 € par an d'aides et de mesures d'accompagnement dans lequel rentre l'apprentissage. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'aides aujourd'hui qui ne sont pas, puisque les aides du FIP sont versées à l'employeur, hein, elles ne sont pas versées aux agents, comme ça peut être le cas parfois dans le privé. Donc, pour les aides financières du FIP, il faut savoir que sur les aides de faible montant, donc en dessous de 200 €, il n'y a pas de prise en charge, puisque on estime que c'est de l'ordre des conditions de travail que de, par exemple, acheter une souris ergonomique qui vaut 50 €, que ça, ce n'est pas une mesure de compensation. Donc voilà, et après, il faut un certain nombre de devis, pour pouvoir au-dessus de 1 200 € apporter un financement. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas le catalogue des interventions, je vous invite à le regarder. Aujourd'hui, il est extrêmement clair, au sens où vous allez pouvoir voir en fonction du statut de la personne que vous employez, si elle est stagiaire, apprentie, contractuelle, fonctionnaire, tous les dispositifs qui sont mobilisables à son encontre. Sur les types d'aides, donc elles sont multiples en matière d'apprentissage.
Elles sont extrêmement intéressantes. Donc, vous avez déjà la prise en compte des frais de formation et d'inscription jusqu'à 10 000 € par an. Ce n'est pas négligeable. Vous avez également le montant de la rémunération, donc à hauteur de 80% du salaire de la rémunération brute chargée. Et là, vous pouvez dépasser, je dirais, le coût, mince, le SMIC horaire, pardon. Attention cependant à ne pas créer voilà, d'inéquité en interne, si vous allez trop loin. Mais en tout cas, c'est possible. Vous avez également tout ce qui va être aménagement technique sur le lieu de travail et ou au CFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une aide sur le lieu de travail qui est égale à maximum 10 000 €. Si le CFA a déjà mis en place un certain nombre d'aménagements, aurait un besoin complémentaire, voilà, autant ce qui est très clair et précisé dans le catalogue, c'est que l'aide aux aménagements ne peut pas être financée en CFA par le FIP quand ça relève de l'obligation d'accessibilité du CFA. Mais si un certain nombre de besoins spécifiques et que l'employeur a encore dans l'enveloppe financière du FIP et que ça participe aux aménagements raisonnables, voilà, il y a une logique de compensation et donc de possibilité d'aider au financement dans le CFA. Il y a également une aide au déplacement qui est prévue dans la limite de 52,63 € par jour et jusqu'à 12 000 € par an, donc là au niveau de l'emploi, donc pour venir sur le lieu de stage. Vous avez également une aide au parcours dans l'emploi. Donc là, par contre, c'est une aide qui doit passer par le SPE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une précarité à un moment donné de la situation de la personne qu'on peut octroyer cette aide. L'employeur lui-même n'a pas, je dirais, forcément l'information sur ce dispositif. Puisqu'il faut pouvoir accès je dirais à la vision je dirais personnelle, financière de la personne. Mais en tout cas, c'est une possibilité avec une aide de 750 €. Vous avez donc les surcoûts socio-pédagogiques, donc pour tout ce qui va être déplacement, restauration, sur le lieu de travail ou au CFA, jusqu'à 520 € le SMIC qui peut être pris en charge. Et vous avez également le surcoût lié aux actions de formation de maximum 150 € par jour qui sont possibles. Non, pardon, je me suis trompée. C'est pour le surcoût lié aux actions de formation. Donc c'est tout ce qui est transport et ou déjeuner, voilà, qui est prévu ici. Et dans le surcoût socio-pédagogique, par exemple, c'est les aides, notamment médico-psy, qu'on peut mettre en place. Et enfin, la dernière aide, les 2 dernières aides, c'est les heures de tutorat, que vous pouvez faire financer par le FIPHFP, et la formation à la fonction de tuteur, donc avec un plafond de 10 000 €, donc en lien avec le handicap évidemment. Et si vous recrutez ensuite si vous avez une prime à l'insertion durable de 4 000 €. Donc on voit quand même dans tous ces dispositifs que l'objectif, c'est de sécuriser, c'est de permettre de recourir à l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. C'est de sécuriser je dirais, tout le parcours de la personne pendant ces 1, 2, 3 années, voire 4. Mais c'est aussi de permettre son intégration future, si c'est possible. D'ailleurs, c'est mentionné dans la circulaire, c'est que il y a une invitation à réfléchir à la suite. Alors évidemment, nous, ce qu'on rencontre souvent, c'est on nous dit: «Bah, en fait, nous, on ne peut pas faire d'apprentissage parce qu'on n'a pas de poste vacant derrière». Alors voilà, il ne faudrait pas que ça soit bloquant non plus parce qu'aujourd'hui, si vous avez des apprentis, ben, eux, ils cherchent un apprentissage, c'est déjà une première étape et c'est souvent extrêmement compliqué. Et ils ont besoin de ces tremplins, c'est-à-dire qu'ils ne vous demandent pas forcément un emploi derrière. Évidemment, si demain ça pouvait arriver, ce serait mieux, mais ils ne le demandent pas forcément et il ne faut pas culpabiliser de ne pas pouvoir proposer un poste derrière. Il faut déjà offrir cette opportunité de formation, d'intégration dans le monde du travail, de découverte de l'environnement de travail. Et donc c'est déjà bien, mais en tout cas, si vous allez plus loin, il y a un certain nombre de moyens qui sont mobilisés.
Quelques éléments pour conclure. On a fait une enquête auprès d'apprentis donc l'année dernière que je souhaitais partager avec vous. Parce que pour nous, c'est assez intéressant de voir leur perception de leurs difficultés du point de vue des retours des employeurs. Alors, public en majorité. Pour eux, on leur oppose souvent la question de l'âge. C'est-à-dire, on leur dit ou vous êtes trop jeune ou vous êtes trop vieux. Donc pour eux, c'est voilà, c'est se confronter à un marché de travail où on dit que l'apprentissage, c'est une vraie politique publique, mais quand on arrive dans cette période de recherche d'apprentissage, soit vous manquez d'expérience d'être trop jeune, soit vous êtes trop vieux et donc en fait non, on vous prend pas. Donc ça, c'est le premier élément qu'ils nous ont cité. Après, ce qu'eux constatent, c'est qu'il y a une concentration des offres aujourd'hui sur les grandes villes. Et que c'est compliqué pour eux puisqu'il y a un certain nombre d'apprentis donc, qui n'ont pas aujourd'hui les moyens d'être en accessibilité libre, je dirais. Donc, ils n'ont pas de véhicule ou il n'y a pas de transport en commun suffisamment déployé. Il y a aussi beaucoup d'éloignement géographique parfois avec le lieu de formation. Donc, il y a une vraie problématique aujourd'hui au niveau des territoires sur l'accessibilité du centre de formation en termes d'éloignement géographique et derrière de la possibilité de trouver un stage intéressant avec des étudiants qui sont en difficulté pour trouver après, parce que ça veut dire trouver un logement pour les moments où ils sont en stage, et ça dépend aussi le rythme de l'alternance et de l'apprentissage. Parfois, c'est pas du tout adapté. Si vous faites 1 semaine, 3 semaines, vous pourriez essayer de trouver un logement, mais ça coûte trop cher. Donc, il y a des vraies réflexions à avoir en tant qu'employeur. On a quelques employeurs aujourd'hui qui mettent à disposition des bourses, qui créent des liens avec tous les logements étudiants. Donc, il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur ça qui est importante, mais aussi sur la possibilité de faire, pour certains programmes de formation du distanciel. En tout cas, voilà, il y a une réflexion à avoir sur cet aspect-là. On a vu qu'on a le droit de maintenant de passer son permis de conduire plus jeune, et qu'il y a des aides qui peuvent être mobilisées, mais il faudrait pouvoir aussi mieux accompagner les étudiants dans ce cadre-là. Donc, c'est le dernier point de la première ligne. Il y a un manque de moyens financiers des étudiants aujourd'hui sur tout ce qui est transport et logement qui est assez important et qui freine le recours à l'apprentissage et parfois fait qu'on s'en éloigne. On constate aussi, et qui revient donc beaucoup dans les échanges avec les apprentis, c'est que pour certains, ils ont l'impression que les missions qu'on leur vend ne sont pas des missions intéressantes. C'est-à-dire que on n'a pas fait l'effort de travailler sur les missions de l'apprenti, alors qu'il y a des vrais enjeux derrière. Enfin, il y a une vraie exigence de l'apprentissage. Il y a un vrai besoin de se confronter, je dirais, à l'acquisition de compétences, et donc ça, c'est pas forcément toujours bien préparé en amont, et que voilà, comme c'est pas très intéressant, ils viennent pas. Un point important pour les employeurs publics, souvent le temps de réponse est très long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les apprentis recherchent globalement 9 mois leur apprentissage. Ils mettent 9 mois pour trouver. Ils font énormément de démarches, mais ils n'ont pas le temps d'attendre. C'est-à-dire qu'on leur dise oui, mais que voilà, c'est pas la bonne période, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion du temps de candidature est extrêmement important et sur lequel il faut vraiment s'interroger sur ces pratiques. Et pour certains, ils sont confrontés lors des entretiens à des vrais préjugés encore, alors public ou privé, hein, d'employeurs qui, globalement, voilà, ont besoin encore d'être sensibilisés au handicap. Donc là, je vous encourage à accompagner vos RH, accompagner les RH, accompagner les managers, puisque ce sont souvent les managers qui recrutent, sur ce qu'il faut savoir en matière de non-discrimination déjà. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, par rapport, je dirais, au handicap au travail, les obligations, la pluralité de situations. Voilà, c'est important de pouvoir, en tout cas, l'intégrer dans vos réflexions.
Pour aller plus loin, vous avez plusieurs outils assez intéressants. Donc vous avez le guide d'apprentissage du handicap qui est présent sur la plateforme de l'ITA. Vous avez le guide également de la DGEFP. Vous pouvez télécharger. Et vous avez également le kit apprentissage du Handipact Île-de-France, qui est intéressant puisque vous allez trouver un simulateur pour le coût salarial d'un apprenti, toutes les formalités administratives avec des courriers, de recensement, enfin, tout est assez déjà organisé et tout ça est accessible sur la plateforme, le site du FIP, dans l'espace organisé par région. Vraiment, je vous invite à aller télécharger ces outils qui sont très intéressants et qui vous permettent d'aller plus vite dans la mise en œuvre de l'apprentissage si vous ne la mettez pas. Et enfin, vous aurez accès à tous les articles de droit, puisque en fait, finalement, qui régissent l'apprentissage dans la fonction publique. Vous avez un ensemble d'articles intéressants. Il faut savoir que c'est le code du travail qu'on applique en grande majorité, sauf mesures spécifiques, notamment l'expérimentation qui a lieu jusqu'au 6 août 2024 sur la titularisation dans la fonction publique des travailleurs handicapés à l'issue du contrat d'apprentissage, sachant qu'on a assez peu de retours et donc on attend avec impatience le 6 août pour savoir comment tout ceci s'opère dans la réalité de l'apprentissage. Voilà, il reste peut-être un petit temps de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées le temps de ce webinaire, Annabelle. Alors, pas tellement des questions, mais un commentaire Oui. sur le recrutement d'apprentis qui reste encore trop souvent corrélé à l'année scolaire et qui ne Oui. permet pas forcément des opportunités plus régulières, en effet. Voilà. On a aujourd'hui cette possibilité de démarrer en dehors du temps scolaire, mais comme les choses ont du mal à bouger partout, et en général, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, vous aurez accès au support sur la plateforme, sur le site internet du FIP, dans l'espace régional Auvergne-Rhône-Alpes, avec les différents éléments dont on a parlé. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Si vous avez des questions, à les poser. Non, pas de questions. Parfait, donc vous pouvez retrouver en replay ce webinaire. Il faut savoir que on en fait quasiment un par an sur l'apprentissage. Donc l'année dernière était beaucoup plus focus sur les centres de formation. Donc vous pouvez aussi retrouver celui-ci en 2022. On a voulu refaire encore une vision un peu large pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de déployer ce dispositif. Vraiment, on vous encourage à pouvoir travailler de concert avec le service public de l'emploi, les écoles, les universités, les CFA pour mobiliser ce dispositif. Juste une petite question, Estelle. Quelqu'un qui vient de prendre son poste, comment sait-elle si elle est conventionnée ou pas? Alors, logiquement, votre DRH devrait savoir s'il a signé une convention avec le FIPHFP. Sinon, sur le site du FIP, vous avez toutes les conventions qui sont signées. C'est une démarche qui est assez engageante. C'est quelque chose d'assez engageant, qui sont des politiques de 3 ans qui sont signées et conventionnées avec le FIPHFP. En général, les différents acteurs, côté, je dirais DRH en tout cas, je ne sais pas, Virginie, où vous travaillez, mais côté DRH, globalement, ils sont normalement au courant, et sinon la liste est sur le site du FIP, elle est à jour. Et ce sont pour les employeurs en général de plus de 600, 700 agents, cette possibilité est offerte quand on a une certaine taille critique, puisque ce sont des politiques RH qui sont assez denses. Ça vous engage beaucoup en matière de dynamique. Et c'est vrai que l'apprentissage est une des dynamiques extrêmement portées dans le cadre des conventions. Très bien, écoutez, on arrive au terme de ces 45 minutes. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver à d'autres moments au sein du Handipact ARA pour ceux qui viennent de notre région, au plaisir. Et le kit, vous trouverez tout sur le site internet du FIP dans l'espace régional Île-de-France ou Auvergne-Rhône-Alpes en fonction de vos besoins. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.